Face à l'info sur la première. Allez, c'est presque l'heure du souper, Eddy Kakelbergs, et on va parler salade, carottes en ville. Oui, et j'en passe. On va passer au jardin, sur les toits, on va passer sur tous les supports possibles pour imaginer ce que c'est et ce que sera l'agriculture urbaine chez nous, mais aussi avec quelques exemples que l'on ira glaner ailleurs. Savez-vous par exemple que l'on a planté sur des terrasses quelque part en Italie, n'est-ce pas, dans un quartier milanais, l'équivalent de plus d'1 hectare de forêt. C'est pas banal, hein, Sophie, vous le savez parce que vous suivez ça de très près. Celles et ceux qui nous écoutent le savent peut-être un peu moins. Nous allons nous inspirer de tout cela pour songer à ce que peut faire, ce que devrait faire le politique pour soutenir les activités déjà en cours et aider à en développer d'autres. Avec cette question au bout du compte, est-ce que dans notre société où les métropoles deviennent importantes et plus importantes de jour en jour, où l'urbanisation est forte, est-ce que demain on va pouvoir imaginer des villes, des métropoles autosuffisantes, autosubsistantes avec de l'agriculture urbaine? Nous allons en parler avec Céline Freyne-Moreau, la ministre bruxelloise du logement, de la qualité de vie, de l'environnement, de l'énergie et donc responsable aussi de la stratégie alimentaire durable Good Food lancée en début 2016. Avec nous également Alexandre Lefebvre, cofondateur de GreenSurf, Green Solutions for Urban and Rural Farming, une spin-off de Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. Avec nous également Anne de Geest, coopérative du Champ des Cailles à Boisfort. On va parler avec elle des réussites et puis des difficultés qu'elle rencontre aussi. Son terrain est menacé et c'est pas bien ça. Avec nous Aurélien Depré, des paniers dorés qui produit des légumes, alors on dit même plus que bio maintenant, j'ai appris ça, vous allez nous dire ce que c'est, à Anderlecht dans le cadre de cette fameuse stratégie Good Food. Avec vous toutes et tous, nous allons sortir tout ce qu'il faut comme instrument pour aller à la rencontre de notre devenir. Soir première. Face à l'info. Merci d'être face à l'info. Bonsoir Aurélien Depré. Bonsoir. Je me suis même laissé dire que puisque vous aviez fait des études de Sciences Po, vous pouvez incarner ce soir l'idée que Sciences Po, comme le journalisme, ça mène à tout. Vous êtes dorénavant en quelque sorte, comme le disait Sophie, les mains dans le côté pratique de l'affaire. Alors d'abord quand même pour qu'on comprenne bien, du plus que bio, c'est quoi? On fait plus que... Plus que bio, en fait, c'est en référence aussi à ce qu'on appelle bio dans les grandes surfaces, où on peut mettre en parallèle ce que la grande surface va en vendre en bio et ce que moi je vends en bio. Et donc je dis plus que bio parce que en fait, par rapport à ce qu'il y a en grande surface, il y a plus de travail derrière, il y a plus de respect de la nature, plus de respect de l'homme. Et donc c'est pour ça que je dis c'est pas par rapport au bio tel qu'il était à la base, mais par rapport à ce qui est maintenant convenu comme le bio. Voilà, j'estime que un peu moi, déçu en quelque sorte de la standardisation de ce mot bio. Voilà, exactement. Et donc, maintenant on fait du bio partout. Ouais. Qu'est-ce que le bio? Le bio qui vient de Chine, est-ce qu'il est vraiment bio? Est-ce que ça ressemble à ce que moi je fais? Et voilà. Et donc ça, c'est aussi très important pour les consommateurs. Donc on a compris que le mot respect est déjà au centre de votre activité. Bonsoir Anne de Geest. Bonsoir. Alors on va revenir sur vos déboires, mais on va d'abord chanter les heures de gloire. D'abord les heures de gloire. Alors vous êtes donc active à Boisfort. Faire de l'agriculture de qualité en régime urbain, serais-je tenté de dire. Ça suppose qu'on ait encore des communes où il y a de l'espace pour pouvoir développer cette activité. Or, on sait que les promoteurs immobiliers, en règle générale, vous disputent sans doute une partie de cet espace. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on a la très grande chance à Watermael-Boisfort d'avoir un terrain, en tout cas 2,5 hectares, qui nous a été mis à disposition par une coopérative de logements sociaux, qui est la coopérative du logis. Et ce terrain était en friche il y a quelques années. Et donc, c'est vrai que le projet est né sur ce terrain et un projet assez ambitieux, puisque il y a depuis des projets d'agriculture professionnelle, puisqu'il y a un projet de maraîchage, un projet d'élevage et puis un projet d'herbes aromatiques avec quand même une culture et une production assez conséquente, puisqu'on nourrit près de 270 personnes en légumes quand même, pour une consommation quotidienne, fraîche et personnelle tout au long de l'année. On a également, au niveau de l'élevage, on a quand même une production de près de 20 000 fromages de brebis, donc ça fait 2000 kilos de fromage
fromage, c'est énorme quand même sur une année. Il y a du yaourt aussi, il y a une production de viande, il y a une production de jus de pomme. Donc il y a une très grosse production professionnelle. Et puis à côté de ça, dans ce projet, il y a également ce qu'on appellerait plutôt de l'autoproduction. Donc il y a une production citoyenne, puisqu'il y a des projets qui sont portés réellement par les citoyens du quartier pour pouvoir produire ensemble, en groupe, à la fois des légumes, des petits fruits et des herbes aromatiques. J'ai envie de souligner également le caractère éducatif en milieu urbain de vos initiatives. En vous le prenant un peu sur le mode drôle, je veux dire, grâce à vous, les enfants vont enfin savoir que les vaches n'étaient plus vraiment mauves, que les marmottes ne pliaient pas forcément le papier autour du chocolat. Et que les légumes ne poussent pas au supermarché. Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Et on a finalement cette grande chance d'être entouré par deux écoles qui ont, quand les élèves sont en classe, ils regardent à travers la fenêtre. Quand ils sont un peu distraits et que le cours de maths les intéresse un petit peu moins. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les maraîchers travailler, ils voient surtout les brebis, les agneaux aussi se promener en pâture, et ils viennent même avec leur institutrice, parfois plusieurs fois par semaine, cultiver eux-mêmes des petites parcelles sur le champ, rendre visite aux agneaux, et puis à certains moments venir discuter aussi avec les maraîchers pour essayer de comprendre comment tout ça pousse. Donc on se rééloigne de ce modèle un peu simpliste, qu'on salue néanmoins, mais qui était ces espèces de fermes modèles qu'on installait au cœur des villes, comme une espèce de parc d'attractions qu'on venait visiter avec les écoles. On se dit, réappropriez-vous, somme toute, dans chacun de vos quartiers, c'est possible. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est un modèle qui pousse en tout cas les citoyens à se réapproprier une partie de leur alimentation et à comprendre aussi les enjeux finalement de l'agriculture de demain. Alexandre Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pluriel, puisque vous êtes à la fois vous-même un producteur de miel avec du compost aussi, et puis des légumes entre voisins, en utilisant les toits des bâtiments. Parce que là, on est au sol pendant un moment, avec ce qu'on vient d'évoquer. Vous nous emmenez déjà aux étages. Oui, donc avec mes voisins, on a créé une SBL qui s'appelle Mamita, la petite maman en espagnol. Et on n'a pas l'opportunité d'avoir un terrain non pollué pour cultiver des légumes. Les seuls espaces qu'on a, ils profitent aux nombreux enfants du logement. On est 119 appartements avec beaucoup d'enfants. Et du coup, on a eu l'idée de commencer à cultiver sur des toits grâce à des techniques que j'ai développées avec le laboratoire à Jean-Blou, qui nous permettent de pas trop devoir aller s'occuper des bacs parce qu'il y a une réserve d'eau, etc. Je vous passe les détails techniques. Chemin faisant, on a pris contact avec un apiculteur qui fait ça de père en fils dans son pays en Roumanie depuis bien longtemps, et grâce à son expertise on a pu mettre en place des ruches qui nous permettent à la fois de polliniser les légumes qu'on produit et à la fois d'avoir une production de miel au final assez conséquente, qui permet de faire vivre la passion de cet apiculteur et aux habitants d'avoir accès à un miel d'une qualité incomparable, comme on pourrait dire plus que bio, où on retrouve une saveur qu'on ne retrouvera jamais dans un supermarché. Et aussi, les gens découvrent ce que c'est vraiment du miel, comme l'exemple qu'on a donné pour la vache mauve. Un miel produit par un apiculteur artisanal n'aura pas tous les mois exactement la même couleur, parce que les fleurs ne sont pas les mêmes, etc., que la température n'est pas la même. Il y a plein de choses qui font que les habitants redécouvrent en fait ce que c'est un aliment artisanal, alors que le projet d'apiculture en lui-même, il prend quelques mètres carrés seulement. Donc, avec peu de choses, on peut déjà faire bouger pas mal de choses. Est-ce que vous avez dû vaincre des peurs éventuelles, des réticences, lorsque vous avez évoqué les premiers moments, cet espace? D'abord parce que l'idée même de cultiver sur des toits n'était peut-être pas accrochée naturellement au cœur de chacun. Il y a des murs aussi maintenant qu'on envahit, on va en parler, avec de la culture. Et puis parce que vous avez choisi l'apiculture et que certains confondent encore joyeusement abeilles et guêpes. Oui, c'est sûr que les abeilles peuvent être confondues avec des guêpes ou d'autres insectes qui piquent assez facilement. Et là, grâce à notre apiculteur et à certains événements au sein de notre quartier, les peurs de certains se sont relativement évanouies. Il y a toujours des inconditionnels qui ont plus, alors on parle de phobie plus que de peur. Mais notre apiculteur souvent travaille en short et sans protection, sans gants. Ça, les gens le voient. Et ça, les gens ont pu le voir. On fait des fêtes de voisins dans lesquelles
On peut descendre une partie d'une ruche pour montrer comment tout ça fonctionne, etc. Et donc ça a permis de faire évaporer pas mal de peur, et une piqûre peut toujours être arrivée, mais souvent c'est accidentel, c'est quand une abeille est coincée dans des cheveux, des choses comme ça, ou quand on essaye de l'écraser, évidemment, elle se défend. Mais il faut savoir que l'abeille, quand elle pique, meurt, donc elle fait jamais ça par gaieté de cœur, et du coup c'est plutôt rare, et voilà. Avec votre autre occupation professionnelle, je le disais, à Agrobiotech à Gembloux, avec GreenSurf, là vous venez en appui à la fois à des particuliers et puis à la fois à des collectivités pour développer cela. Donc vous apportez quoi? Du know-how, du début, du contact, mais aussi des ingrédients, des solutions clés sur porte? Oui, c'est ça. Donc on développe des solutions techniques, mais surtout on apporte du conseil. Donc en fait, GreenSurf, c'est l'acronyme de Green Solution for Rural and Urban Farming. Et donc ça veut dire que on veut apporter des solutions vertes pour produire pour les villes, dans les villes, mais aussi en périphérie des villes. C'est pour ça qu'on parle de rural aussi. Et pour nous, c'est vraiment très important de faire ce lien entre ce qui peut se faire dans les villes et ce qui peut se faire à l'extérieur. Alors après, on accompagne des projets de l'échelle d'un bâtiment jusqu'à l'échelle d'une ville tout entière, et parfois des quartiers. Les promoteurs immobiliers sont très intéressés par nos conseils parce qu'on est tous issus d'études liées à l'agronomie. Donc on a un background assez technique, mais en plus on connaît tout ce qui se passe par ailleurs dans l'agriculture urbaine. Je vous arrête quand même parce que ça, c'est pas forcément la chose à laquelle on songerait en premier temps, puisque je disais à Anne de Guise tout à l'heure, les promoteurs immobiliers sont plutôt vos ennemis qui vont vous grappiller de l'espace, et vous me dites non, on s'en fait joyeusement des alliés, ils sont intéressés par ce qu'on fait, parce que vous leur dites, vous pouvez construire pour autant que vos murs et vos toits servent à autre chose. C'est ça. Donc dans notre philosophie, c'est important de conserver un lien entre la ville et la campagne, comme j'ai déjà dit. Mais quand on est en ville, que le terrain est pollué, que de toute façon on va construire un immeuble, pourquoi ne pas intégrer l'agriculture dans ce bâtiment? On sait qu'à Bruxelles, tous les bâtiments maintenant doivent mettre des toitures végétales. Pourquoi ces toitures végétales ne peuvent pas être comestibles? Nous, on apporte des solutions techniques. On apporte des conseils par rapport à ce qui se fait ailleurs pour prouver que c'est possible. Et enfin, c'est des choses qui, pour le promoteur, sont très intéressantes parce que ça leur permet de gagner des points pour que leur bâtiment soit reconnu BREEAM. Donc toute une série de labels qui permettent aux promoteurs de valoriser leur projet. Et ces labels, après, leur permettent évidemment de vendre plus vite leur logement, de trouver plus vite des locataires, etc. Donc c'est du win-win, quoi. C'est win-win pour le promoteur, pour les habitants et même pour la ville, parce qu'au final, ça rend des services écosystémiques, sociaux, etc. très intéressants pour les collectivités. Bonsoir Céline Frémaux. Alors, vous êtes une ministre en charge de beaucoup de choses, mais donc aussi de cette stratégie alimentation durable Good Food lancée début 2016. Est-ce que vous auriez pensé, en entamant votre mandat, pouvoir parier déjà à Bruxelles et alentours et environ, non pas sur la vache mauve et ses descendants, mais sur l'énergie qui se dégage des projets qu'on vient ici à peine d'esquisser, de balayer? Oui, parce que très sincèrement, d'abord, j'étais en charge sous la législature précédente de l'économie et il y avait une toute petite cellule, une micro-cellule au sein de Bruxelles qui était l'agriculture, ce qui était toujours sourire la plupart de mes intervenants quand je disais que j'avais la casquette de l'agriculture. Une cellule qui aujourd'hui s'est développée et donc je connaissais le potentiel qui était là et je percevais à travers toute une série de contacts ce qui était en cours à Bruxelles. Et donc, la stratégie Good Food qui a été adoptée par le gouvernement en décembre 2015, initiée à travers une année de sensibilisation très forte l'an passé en 2016, s'est en fait inspirée de ce qui existait déjà à Bruxelles. Avec une centaine d'initiatives, c'était une alimentation durable, des groupes d'achat solidaires, c'était des potagers partagés, c'était une offre bio, une offre locale. Et ce que j'ai voulu, c'est fédérer en fait l'ensemble des initiatives qui étaient là et impulser, notamment à travers toute une série de subsides, des initiatives de quartier. Inspirons par exemple les quartiers, la ville, mais pas plus tard qu'il y a une semaine, je suis allée voir du côté de la chaussée Saint-Job, à Uccle, un collectif de quartier qui s'est mis ensemble pour travailler sur de la culture, ce qui n'existait absolument pas il y a 2 ans. Est-ce que vous avez la possibilité déjà de nous donner un calendrier, si telle est la possibilité, de ce fameux plan d'autosuffisance ou d'autosubsistance alimentaire d'une métropole? Bruxelles, c'est pas petit. Vous avez vraiment l'intention de nous dire un jour que le plus d'1 million de personnes qui résident à Bruxelles vont pouvoir
par le miel, par les légumes, par les viandes, par les laits, les fromages qu'on a évoqués ici, plus que bio, se trouver en autosuffisance? Mais vous savez, quand on a commencé à travailler sur la stratégie Good Food, on a aussi sondé la population. On a eu plus de 41% des Bruxellois qui se sont déclarés intéressés à travailler en fait à une partie de l'autoproduction. Et donc cette stratégie, on l'a pas élaborée en chambre, on a travaillé avec toute une série de professionnels qui notamment sont ici autour de la table, et on s'est fixé des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Sur le court terme, on s'est dit tiens, à un certain moment en 2020, on doit pouvoir avoir 100% des terres agricoles qui sont par exemple très concrètement inscrites au PRAS et qui sont préservées. Vous devez savoir qu'il y a par exemple aujourd'hui 255 hectares de terres agricoles. Je ne parle pas des potagers, je parle vraiment de terres agricoles. Très récemment encore, on a eu une augmentation en fait de ce chiffre parce que on a un nouvel agriculteur qui a déclaré ses activités. Et donc il y a un objectif qui est de préserver évidemment toute une série d'hectares et de les augmenter. On a pu augmenter notamment en 2 ans de temps dans toute une série de nouveaux parcs qui sont créés à Bruxelles, l'offre, alors là, notamment de potagers. Ce qu'on voudrait aussi, c'est arriver à se dire en 2020, 100% des nouveaux projets de production agricole professionnelle sont performants. Et c'est à ça qu'on travaille aussi, notamment avec la cellule agriculture du ministère à Bruxelles, c'est de mettre en place en 2017 un facilitateur agriculture. Pourquoi ? Parce que on voit toute une série de projets qui émergent et qui sont vraiment des projets très intéressants. Et il y a un besoin aussi d'accompagnement, puisqu'il y a une dimension économique forcément aussi à ces projets. Et donc je considère que c'est le rôle du politique de pouvoir à ce moment-là aider et avancer. Et en 2035, l'objectif, et c'est vrai qu'on a vu sur 20 ans, c'est de dire que l'agriculture urbaine professionnelle en zone urbaine et périurbaine, bien évidemment à Bruxelles, peut produire 30% des fruits et légumes non transformés consommés par les Bruxellois. Si je peux juste me permettre une petite chose. C'est vrai qu'on a travaillé sur un volet production agricole, on a augmenté les budgets, on a plus d'une quinzaine d'appels à projets qui ont vu le jour maintenant durant l'année 2016. Il y a un nouvel appel à projet qui a été lancé. On a voulu aussi articuler cette stratégie Good Food avec toute une série de défis fondamentaux en termes de santé. C'est par exemple consommer très correctement dans les cantines scolaires. On a pu décerner la semaine passée toute une série de labels pour les cantines scolaires, des crèches par exemple, qui aujourd'hui travaillent avec des légumes produits localement. C'est aussi, par exemple, avoir toute une réflexion et même plus une impulsion sur la question notamment des invendus alimentaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient jetées et qu'il y avait tout un travail aussi qui pouvait s'opérer avec l'économie circulaire à Bruxelles. Alors, dans la deuxième partie, après un bref point sur les routes, tiens, vous devrez peut-être apprendre à cultiver les bords des routes aussi. Ce serait peut-être un petit peu pollué quand même, surtout aux abords du ring. Marjorie Bilot, il y a des embarras de circulation ce soir. Oui, exactement. Vous perdez encore plus d'1 heure. À partir de Woluwe, Saint-Étienne, jusqu'à Braine-l'Alleud, suite aux travaux à Waterloo vers Ytre. Donc voilà, c'est encore fort dense en circulation intérieure en effet. Et puis dans l'autre sens, ça commence à rouler un peu mieux. Comptez encore quelques minutes supplémentaires, surtout de Wezenbeek-Oppem jusqu'à Wemmel vers Grand-Bigard. Mais bon, on va compter encore 20-25 minutes supplémentaires. Et concernant la nationale 25 aussi, les travaux à Corbet vous font perdre encore 15-20 minutes en direction de Nivelles. Soir première. Face à l'info. On poursuit face à l'info sur l'agriculture en ville. Eddy Kakelberg, c'est possible, c'est bon et c'est viable. Oui, en tout cas, c'est ce que l'on découvre. Et puis, il y a une possibilité, vous le disiez Anne de Geest, à la fois pour les enfants du quartier, pour les adultes du quartier, de venir. Est-ce qu'on vient de plus en plus loin pour découvrir votre initiative? On va en dire un mot. Je disais, elle est mise en péril parce que, vous êtes en incertitude sur votre terrain. Ça vous pose un réel souci, j'imagine, de savoir comment pérenniser votre aventure. Alors c'est vrai que ce qui nous tient le plus à cœur évidemment au sein de la ferme du Champ des Cailles, c'est de voir comment pérenniser cette aventure, comme vous dites, parce que il y a à la fois tout l'investissement évidemment des citoyens qui participent réellement à cette ferme, puisque c'est une ferme qui est co-construite par des citoyens et des agriculteurs professionnels. Donc il y a à la fois toute cette énergie-là qui est à préserver, et puis surtout quelque part la cohésion sociale que ça peut amener dans le quartier, les liens que ça tisse, et donc c'est vrai que ça insécurise pas mal de monde sur la ferme. Et puis d'autre part, il y a aussi de comment arriver à garder les surfaces nécessaires pour garder les pôles professionnels viables, et ça c'est vrai que c'est une... Qui est-ce qui peut vous garantir la pérennisation ?
Eh bien, je La pense ministre. que, en tout cas, c'est Madame Frémaux. Alors, voilà, sans doute qu'elle doit tenir compte avec d'autres collègues autour d'elle, mais c'est vrai que c'est Madame Frémaux. Et donc, on est quand même, depuis pas mal de temps, en négociation. Alors, voilà, je pense qu'on essaye de tirer de part et d'autre. Bon, on va essayer de ne pas se quitter sans avoir un début d'espoir de réponse. Vous l'aurez compris, hein, ministre. Ça, c'était évidemment, ça faisait partie du. Vous voulez que je réponde maintenant ce soir. ou vous me Pourquoi donnez la pas? parole Pourquoi plus tard pas? Allez-y, rapidement. Mais donc voilà, effectivement, ici on se retrouve dans un dossier où c'est vrai que je dois ménager toute une série de défis et d'enjeux, puisqu'il faut savoir que quand le terrain du Champ d'Écaille a été cédé, il l'a été à titre d'occupation précaire. Et je pense que personne à l'époque n'a imaginé la manière dont les choses allaient se dérouler, avec autant, je dirais, d'ampleur, de professionnalisme. En même temps, ce terrain a été cédé pour faire du logement social. Et donc la convention était très claire. C'est une vraie difficulté aujourd'hui parce qu'on a plein d'autres opérateurs en fait qui viennent et qui me disent mais tiens nous durant 5-6 ans le temps que toute une série de choses se fassent, on céderait bien en fait le terrain en occupation précaire et en même temps c'est compliqué pour les agriculteurs de dire mais est-ce que je me lance dans cette aventure-là sachant que l'aventure est précaire. Donc on s'est rencontrés il y a maintenant plusieurs années en disant voilà le terrain est de 3 hectares. Moi je dois pouvoir arriver comme ministre du Logement et ministre de l'Environnement à assurer toute une série d'équilibres et donc j'ai expliqué notamment à l'association que en tout cas, il me semblait essentiel de leur garantir le terrain tel qu'il existait à tout le moins au niveau du centre et qu'on n'allait pas mettre des constructions au milieu. Et donc, il y a un comité de pilotage maintenant qui travaille depuis plusieurs mois et vous en faites partie pour essayer de dire est-ce qu'il y a une possibilité de concilier les choses? Si oui, comment? Sans évidemment aller construire au milieu. Et avoir un projet surtout qui s'articule autour du projet de Champ d'Écaille. Ça, c'est quelque chose qui me semble indispensable. C'est-à-dire, évidemment, ne pas aller mettre les bâtiments au centre, ça me semble évident, mais avoir des locaux communautaires qui peuvent profiter aussi à l'association. Et cet équilibre-là, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir le trouver parce que ça permettrait aussi peut-être de démarrer d'autres types de projets. Et ça, je pense que c'est fondamental. Aurélien Depré, est-ce que vous imaginiez un jour passer à ce type d'activité, vous inscrire dans un mouvement qui prend cette ampleur? Est-ce que vous suggérez d'ailleurs aussi à celles et ceux qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de se lancer? Dans un instant, je demanderai d'ailleurs à Alexandre Lefebvre, c'est quoi de coacher des projets pour des gens qui se disent, tiens, j'ai peut-être un bâtiment, du terrain, je pourrais faire quelque chose d'autre que pouvoir regarder pousser mes fleurs. Mais quand j'étais en train de faire mes études, il y a 3 ans, j'imaginais pas du tout être ici à en parler d'agriculture et de travailler 50-60 heures semaine dans un champ juste avec mes mains et j'imaginais pas du tout l'agriculture à Bruxelles d'ailleurs. Ça m'était un petit peu étranger. Et maintenant, depuis que j'y suis, depuis 1 an et demi, pour moi, j'ai retrouvé l'essence, l'essence de la vie et tellement d'engagement et tellement de personnes autour avec de la chaleur humaine et donc, je trouve que ce genre de projet développe vraiment beaucoup de bonnes choses et donc j'incite tous les jeunes qui ont du mal à trouver un emploi à voir vers cette voie-là qui peut paraître un peu brute, grossière. Voilà, c'est les mains dans la terre, c'est l'agriculture, quand il pleut, on est dehors, mais au final, c'est vraiment tellement précieux et beau à pratiquer que il faut aller voir de ce côté-là et il y a beaucoup d'avenir aussi. Voilà. Ça pêche de l'enthousiasme. Alors Alexandre Lefebvre, est-ce que vous avez d'ailleurs de plus en plus de demandes? Je rappelle, vous êtes en quelque sorte aussi une association de coaching pour ceux et celles qui veulent se lancer. Demain, si on se dit, voilà, je suis propriétaire à Bruxelles, j'ai une maison, j'ai un terrain, je l'habite, mais je peux faire mieux de mes murs, de mes toits, de mon jardin. Comment? Il y a plein de solutions différentes et pourquoi on existe, c'est justement parce que à chaque type de projet, il faut une solution qui soit adaptée. Et ça veut dire des solutions à la fois techniques, agronomiques, mais aussi les business models. On voit que si la surface n'est pas suffisante, le projet des maraîchers du Champ d'Écaille, il ne peut pas continuer. À l'autre sens, quand quelqu'un a un terrain, un bâtiment, il ne peut pas faire ce qu'il veut sur n'importe quelle surface pour dégager un salaire convenable. Et donc nous, on accompagne des projets effectivement
qui veulent se lancer de façon professionnelle et parfois avec des choses auxquelles même nous, on n'aurait pas pensé, pour faire des choses hors du commun, de l'événementiel, des micro-pousses, des insectes, des champignons dans les caves, toute une série de choses qui existent à Bruxelles et aussi dans d'autres villes du monde. Et donc nous, on apporte par notre connaissance agronomique et notre connaissance d'autres projets du monde. On a pas mal voyagé grâce à mes activités. Au Japon, entre autres. À Hong Kong, c'était en Chine. Hong Kong, voilà. Et aussi à Montréal et ailleurs. Mais vraiment, les projets se développent partout dans le même sens. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui habitent en ville. En Belgique, c'est extrême. On est plus de 90% à habiter dans des villes, ce qu'on peut qualifier de villes. Mais dans le monde, à l'horizon 2050, ce sera une moyenne générale. On sera à plus de 75% de personnes habitées en ville et plus de 9 milliards et demi d'humains sur la planète. Donc, à un moment, si les villes grandissent et que les surfaces agricoles diminuent, d'une façon ou d'une autre, même sans tenir compte de tous les avantages que ça procure, on sera bien obligé d'y passer. Et ça, les gens sont bien conscients. Je vois des toits d'université, je vois des grands chefs étoilés qui investissent ces toits, à Paris entre autres, pour recréer du potager, chez nous aussi, qui se disent... consommons en cycle court, favorisons aussi ce qui peut se faire très près. J'imagine que des démarches de cette nature-là, vous en avez aussi. Tout à fait, on travaille avec un restaurateur qui est en passe d'être étoilé et lui produit déjà une partie de ses légumes lui-même dans un petit potager, mais veut développer des techniques plus innovantes, notamment l'aquaponie. Il faut savoir qu'à Gembloux, on a plusieurs doctorants qui travaillent intensément là-dessus. Donc c'est la production de poissons et de plantes dans un même système. Donc les déjections des poissons servent d'engrais biologique pour les plantes. Donc ça, c'est très intéressant quand on n'a pas un sol disponible ou quand on veut produire des poissons de qualité. La ministre semble tout à fait captivée en même temps par ce qu'elle entend, Céline Frémaux. Non, mais il y a une chose qui était essentielle aussi pour nous, c'était on a développé un outil de cartographie. Pour vraiment identifier les terrains potentiels, parce que vous expliquez très justement qu'il y a toute une série d'acteurs privés qui démarchent. Et donc, on a maintenant un premier travail qui a été fait sur les données de cadastre avec des photos aériennes qui montrent en fait un potentiel important à Bruxelles. Très important à Bruxelles, bien plus important d'ailleurs que le nombre d'hectares au sol. Et donc, la deuxième phase maintenant va consister en fait à vérifier sur le terrain ce qu'on peut réellement faire. Planter, cultiver. Ça, c'est une première chose qui est essentielle, parce que ça veut dire qu'on est vraiment en train de travailler aussi à se dire il faut identifier ce potentiel, parce qu'on a des projets qui émergent, on a aujourd'hui toute une génération qui est une génération qui veut en faire son métier avec beaucoup de noblesse, je trouve, dans la manière dont ils expriment les choses. Et donc, je trouve que le pouvoir public doit être au rendez-vous par rapport à ça. On a aussi mis maintenant un droit de préemption, ça c'est important, dans le futur texte ordonnance d'aménagement du territoire qui va permettre à la région de racheter en fait un terrain quand à ce moment il est en vente. Et on a consacré un premier budget en 2017 pour cela, en se disant, tiens, c'est une possibilité, on activera immédiatement l'achat par la région. Vous allez avoir aussi du boulot pour dire à ceux qui vont se réunir, je le signale, le 17 avril, c'est un dimanche, au Forum Potagistes et Jardiniers à Arronnes, parce que leur terrain qu'ils adorent, on va le céder pour une prison. Avouez franchement, de nos jours où on se dit qu'il faut réformer la politique carcérale, est-ce que c'était le meilleur choix ? Écoutez, c'est un dossier qui a été débattu au fédéral maintenant, je pense, il y a plusieurs années. Délivrer le permis d'environnement n'a pas été chose simple. Maintenant, il n'y avait pas une question d'opportunité politique pour nous. Il y avait une question de législation par rapport au permis d'environnement. Et donc, de toute façon, tout état de cause, j'ai cru comprendre qu'il est déjà attaqué au Conseil d'État. Donc, je laisse à la justice administrative le soin de décider. Bon, qu'elle nous écoute alors qu'elle entende qu'il y a de l'avenir dans autre chose que des murs et des barreaux. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Aurélien, Anne, Aurélien, qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, des gens qui viennent vous voir et qui vous supportent et qui vous soutiennent? Et aussi le soutien politique pour un terrain, parce que moi sur ce terrain je suis encore là 2 ans, donc je suis sur un espace test, et donc dans 2 ans je dois quitter le terrain pour le laisser à un autre jeune qui veut se lancer, donc ça c'est magnifique, mais donc l'idéal ce serait d'avoir un terrain pour continuer. Bon, allez vite voir le cadastre, apparemment il y a des opportunités. Anne? Oui, et je pense que pour la ferme du Champ des Cailles, voilà, le terrain il y est, mais donc ce qu'on espère vraiment c'est de pouvoir le garder tel quel, en tout cas avec la surface qu'on utilise pour pouvoir pérenniser réellement nos projets. Bon, à partir la surface n'a fait qu'augmenter depuis 3 ans, donc il est vraiment temps qu'on s'entende. Mais vous avez parlé de 3 hectares, on utilise 2 hectares 4. Donc oui, mais quand je vous ai rencontré, vous étiez un peu moins de 2. Bon, écoutez,
Croître et progresser a toujours fait grandir l'humanité. À partir du 26 avril, je recommande une nouvelle émission, mais je vous garantis une chose, on viendra en visite chez les uns et chez les autres, et on invitera la ministre, comme ça on la lâche pas jusqu'au temps où les décisions seront prises. Merci, et peut-être que Madame la ministre retrouvera à nouveau un trèfle à 4 feuilles chez nous qui nous portera bonheur. Bon, allez, c'est ce qu'on se souhaite, merci. Il y a beaucoup de toits sur la RTBF aussi. On va proposer ça, il y a quelqu'un qui est censé nous écouter. Donc, monsieur l'administrateur général, vous avez entendu, on a beaucoup de toits, et sur les futurs bâtiments aussi, donc hop, il y a du projet dans l'air. Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de